Le duc Beuve d'Aigremont, n'ayant point de lignée, au bout d'une longue attente, put enfin espérer. La duchesse d'Aigremont, fille d'Arnaud de Montclerc, se trouvait fort enceinte, et on était très fiers. Aux fêtes de Pentecôte, au palais d'Aigremont, le duc tint cour plénière, invitant les barons. Au service de Dieu, ils purent tous assister, et après le dîner, damoiseaux, chevaliers, levèrent le bouhour, car ils voulaient jouter. Le duc, à cet effet, ordonna d'équiper un chariot pour sa femme sur le point d'accoucher. Elle avait à sa suite, pour se rendre à la cour, 2 pucelles choisies, demoiselles d'Atour. Isane était sa sœur, en tout point amicale, et l'autre était esclave, mais fille d'amiral, volée par des gaillots, lesquels la vendirent. Mais dame d'Aigremont s'y était attachée, aurait grande douleur d'en être séparée. En ces temps si lointains, la grande dissension qui opposait alors le duc Beuve d'Aigremont au sieur Sorgalan, seigneur d'Esclauonie, a fait place à une trêve qui prend fin aujourd'hui. En ce jour de Pentecôte, chevauche Sorgalan pour affronter le duc, la haine le tenaillant. Mais Beuve n'en a cure, s'amusant pour l'instant d'assister à la fête avec les jeunes gens. Quand la cloche appela aux vêpres les jouteurs, la duchesse fut prise de violentes douleurs. Le duc fit amener le chariot à l'écart, afin que sa femme puisse enfanter sans retard. Et la duchesse en pleurs fut enfin délivrée, donnant 2 fois le jour à 2 beaux nouveau-nés. Isane les enveloppe, et la dame d'Aigremont, n'ayant pas eu le temps de leur donner un nom, accroche à leur oreille 2 de ces beaux anneaux, pour mieux les distinguer. L'un d'eux porte un joyau. Cette pierre, justement, au pouvoir fabuleux, qui la possède ne craint ni les hommes ni les dieux. Les naissances remplissent le Seigneur d'émotions. Il demande qu'on ramène au château d'Aigremont la mère, accompagnée des enfants nouveau-nés, pour que le duc enfin puisse les admirer. Mais avant d'arriver, ils furent assaillis par le sieur Sorgalan, qui les prit à partie. La bataille fut rude avec les gens d'escorte, mais l'attaque ennemie fut pourtant la plus forte. La duchesse et ses gens furent cachés hors chemin. Un homme de Sorgalan, Tapinel le vilain, découvre la duchesse cachée et ses enfants. Il enlève l'un d'eux et l'emporte vers Montbran. La jeune esclave survient et enlève le second. De retour à Montbran avec l'un des enfants, à la dame Sorgalan, Tapinel le vend. Le second des jumeaux, par l'esclave emporté, se retrouve soudain sous un arbre esselé. L'esclave avait été la proie de grands félins qu'elle avait par malheur croisés sur son chemin. Mais Oriande, la bonne fée, venant de Rochefleur, eut un pressentiment en entendant les pleurs. « Par Dieu, dit la bonne dame, cet enfant qui mal gît, nous lui donnerons un nom, et il s'appellera Maugy. » L'enfant à Rochefleur fut bien vite reconnu par son anneau doré à l'oreille suspendue. La pierre de couleur verte qui orne le joyau ne peut appartenir qu'à quelque nobliau. Le neveu d'Oriande, en voyant le bébé, déclara à sa tante: « Je connais la lignée, c'est le fils d'Aigremont. Ils étaient 2 enfants, son frère fut vendu au seigneur de Montbran. » Alors, dit dame Oriande, qu'il soit donc baptisé. S'il est de haut lignage, il sera éduqué. Maugis grandit en âge, en force et en beauté. Il apprenait les sciences, il était très doué. De même, il n'ignorait aucun tour de magie.
Il connaissait l'avenir et la nécromancie. Un jour, qu'avec Oriande, il longeait le rivage, il vit au loin une île bordée d'une belle plage. « Quelle est donc cette terre d'où monte une fumée ?» demande le damoiseau à sa compagne fée. « C'est l'île de Boucan, de triste renommée, on dit qu'un beau cheval y est emprisonné. » Maugis, à ce moment, n'a en tête qu'une idée. « Je veux voir ce cheval, je veux le délivrer. »« Impossible, mon ami, il est trop bien gardé, jusqu'à présent personne n'a pu s'en approcher. » Quelques semaines plus tard, Maugis parvient à faire un déguisement étrange, tout droit sorti d'enfer. C'est ainsi qu'affublé, il put se diriger en bateau vers cette île qui semblait l'attirer. À peine débarqué, Maugis est remarqué par Ouard le gardien, c'est Satan incarné, qui l'interroge de suite, veut savoir d'où il vient. Il veut être certain qu'il n'est pas homme de bien. Maugis ment à Rouard, se charge de lourds péchés. Pour gagner sa confiance, prétend avoir tué. Mais Maugis déguisé prépare un enchantement. C'est une conjuration, mêlant le nom du Christ et de Saint Nicolas, un sort machiavéliste. Il fige Rouard Satan, le rendant impuissant à faire le moindre geste, le moindre mouvement. Maugis entend Bayard. Il veut le délivrer. Tant pis si pour ce faire, il doit être en danger. Et l'épée à la main, s'avance dans les entrailles de l'île de Boucan, prête à livrer bataille. Mais voilà que survient un long serpent hideux. Il est d'une taille énorme et il crache le feu. C'est un serpent dragon. Il peut se transformer et surprendre l'ennemi pour mieux l'exterminer. Maugis ne recule pas. Sa décision est prise. Il tuera le dragon, la bête qui terrorise. Parce qu'il est protégé par l'anneau et la pierre, il n'a aucune crainte. Il frappe avec le fer. Le serpent agonise, mortellement blessé. Maugis va vers Bayard. Pour ne pas l'apeurer, il ôte son habit de diable et de sorcier. Et pour le délivrer, il brise à coups d'épée les chaînes qui retenaient l'animal prisonnier. Maugis monte le cheval, qui devient familier. Ils sortent au grand jour. Il lui parle doucement, et comme par magie, le cheval le comprend. Ils montent dans le bateau, ils vont vers Rochefleur, retrouver leurs amis, ils reviennent en vainqueurs.